Bonjour à tous, bonjour à vous, Éric Coquerel. Bienvenue dans les 4V. On commence bien sûr avec l'actualité de la nuit, cet attentat terroriste hier soir dans une salle de concert à Moscou. Bilan terrible, au moins 60 morts et plus d'une centaine de blessés. Un attentat revendiqué très vite par le groupe État islamique. Une fusillade par un commando djihadiste dans une salle de concert. Ça réveille forcément pour nous, Français, des souvenirs douloureux. Bah oui, le Bataclan. J'étais à côté du Bataclan quand ça a eu lieu et effectivement, c'est assez facile de voir ce qu'ont dû ressentir hier les moscovites. Donc d'abord, c'est de la compassion, des condoléances par rapport aux victimes, une solidarité évidente, immédiate, vis-à-vis du peuple russe, et puis une dénonciation d'un acte terroriste de ce type, manifestement islamiste. Il faut attendre quand même confirmation, mais... Il le revendique. Il le revendique. Bon, il faut quand même regarder ça. Voilà, qu'est-ce que je vous dis ? Manifestement... de ce que j'entends des commentaires, j'ai pas plus d'informations que vous, mais on parle d'une dette de sang très forte entre Daesh et la Russie, qui rappelle aussi que la Russie a porté des coups fatals à Daesh en Syrie. C'est peut-être aussi ce qui explique cela. Une question tout de même, les États-Unis affirment qu'ils disposaient d'informations il y a quelques semaines faisant état d'une possible attaque terroriste sur le sol russe, y compris pendant des concerts. Le 19 mars dernier, Vladimir Poutine avait évoqué cet avertissement américain en parlant, je cite, de chantage explicite et de volonté de déstabiliser et d'effrayer notre société. Est-ce que, pour vous, le président russe a sous-estimé la menace ? Écoutez, très franchement, j'en sais rien. J'ai pas les informations pour... j'ai lu, comme vous, que les Américains les avaient prévenus. Bon. Vous savez, la menace, après, c'est facile de dire qu'on les sous-estime une fois qu'elle a eu lieu. On n'imagine pas forcément que l'État islamique, dont on sait qu'il n'a plus la force, et heureusement qu'il avait, lorsqu'il avait une dimension étatique, territoriale derrière lui, on n'imagine peut-être pas qu'il est encore capable de commettre de tels attentats. Bah voilà, il faut le savoir. J'ai pas envie de commenter sur des informations que je n'ai pas, en fait. Alors, l'actualité internationale, Éric Coquerel, c'est aussi ce début de tournant, peut-être, vous allez nous le dire. Pour la première fois hier, les États-Unis, principal allié d'Israël, ont déposé une résolution à l'ONU pour appeler un cessez-le-feu face à la situation humanitaire désastreuse sur place. Résolution rejetée hier, sans surprise, à cause des vétos russes et chinois. Mais est-ce que vous, à la France Insoumise, et vous, Éric Coquerel, vous saluez ce changement de position américain ? Je salue l'évolution. Il était temps. Maintenant, manifestement, les Russes et les Chinois ont refusé de la voter parce qu'ils estiment qu'elle va pas assez loin. Parce que ils ont raison ou pas ? Non, attends, ils estiment. Moi, je regarde. Je pense qu'il y a un peu un. Je pense qu'ils estiment que c'est pas aux Américains qui ont tant tardé de se mettre au centre du jeu sur cette affaire. Et les Américains, je vous rappelle que l'appel, c'était pas un appel justement, ils n'exigeaient pas, ils ne demandaient pas. Un projet de résolution. C'était la nécessité d'un cessez-le-feu. Moi, je suis très content qu'il y ait déjà le mot cessez-le-feu. Et moi, ce que je dis maintenant, c'est que c'est à la France de jouer. Je pense que la France a une carte à jouer. Voilà, je sais que le président de la République a annoncé que la France allait déposer une résolution. Il faut que la France trouve le texte qui soit à même, justement, de rassembler tout le Conseil de sécurité. Pour vous, les Américains ne sont pas allés assez loin dans cette résolution, c'est ça ? Ils parlaient d'une résolution hypocrite, les Russes, hier. Et quand dans la situation où on est, où il y a un génocide en cours, 32 000 morts... Génocide, vous assumez le mot ? Oui, j'assume, comme la Cour de justice internationale a parlé de menaces... Pas consensus, mais la Cour de justice internationale, excusez-moi, qui est la plus haute instance, a parlé de risque de génocide. C'était fin janvier. Depuis, il y a 5000 morts de plus, et il y a la volonté affirmée par M. Netanyahou de expulser les Palestiniens de Gaza. Si les Palestiniens sont expulsés de Gaza, plus des dizaines de milliers de morts, c'est dans la définition de l'ONU, c'est un génocide. Donc je l'assume. Il y a un génocide en cours actuellement vis-à-vis du peuple palestinien, notamment gazaouite. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut peut-être aller plus loin qu'il serait nécessaire que... On sait que les Américains ont les clés. Si les Américains, par exemple, et d'ailleurs aussi les Français, ce que je réclame, cessent du jour au lendemain de fournir des armes à Israël, il n'y a plus de génocide en cours. Donc ils ont les clés. Je pense qu'il faut qu'ils aillent plus loin dans la formulation. Mais moi, je trouve ça bien que ça soit à la France, justement, peut-être, d'avoir les solutions, oui, Emmanuel Macron l'a annoncé, il y aura un nouveau vote lundi au Conseil de sécurité de l'ONU. J'espère qu'ils vont trouver le texte qui sera à même de rassembler le Conseil de sécurité de l'ONU. J'espère aussi que les Russes ne nous renverront pas, j'allais dire peut-être, une balle dans les faits qu'ils estiment qu'on est de plus en plus belligérants sur le conflit avec l'Ukraine. Je pense qu'on l'a fait de manière imprudente. Mais bon, j'ai quand même confiance à la France de jouer et je trouve ça très bien que ce soit nous qui soyons dans cette position.
Allons-y maintenant donc sur l'actualité française. Vous êtes, on l'a dit, le président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Ça tombe bien, opération 20 milliards, on pourrait l'appeler comme ça, lancée cette semaine par le gouvernement. 20 milliards d'euros d'économies à trouver d'ici l'an prochain. Est-ce que déjà, sur le principe, vous partagez l'objectif d'Emmanuel Macron de trouver 20 milliards face à la situation de nos comptes publics qui se dégradent, et notamment les déficits publics? Non. Pourquoi? C'est pas un problème, la dette, le déficit? Si, c'est un problème gigantesque, la dette. Moi, je pense que le problème principal dans notre pays, la dette principale, c'est la dette écologique. Parce que ça, on peut en mourir. Une dette financière, ça peut se reporter, ça peut s'annuler, ça peut se négocier. Ouais, Jean-Luc Mélenchon disait il y a encore très peu de temps que la dette, c'était pas un problème, qu'on pouvait l'effacer. Voilà, on peut financièrement effacer. Moi, j'ai proposé d'annuler la dette Covid, par exemple, celle détenue par les banques centrales à hauteur de 20%. Avec une baguette magique comme ça? Non, mais ça s'est fait dans des périodes de l'histoire. Oui, vous produisez à un moment donné l'équivalent de la dette, ça produit un petit peu plus d'inflation, mais vous pouvez le faire. C'est un jeu monétaire. On a décidé de pas le faire, on a décidé de continuer à tirer cette dette qui, je vous rappelle, a été contractée de manière pour des raisons qu'on connaît, c'est-à-dire le Covid. Bon, il y a d'autres moments dans l'histoire. Et le ralentissement de l'activité économique en ce moment. Hein. La dette Covid, c'était pour le Covid. Alors maintenant, parlons clair. Moi, je pense que la dette, on en fait trop. Je pense qu'on est encore capable d'assumer une dette qu'on gonfle en plus parce qu'il faudrait la comparer en pourcentage de PIB et non pas en chiffres bruts, en pourcentage du PIB. En 2027, elle sera allée de 2,3, 2,4%. Aujourd'hui, elle est à 1,9. Donc, c'est pas inassumable. Mais même, admettons même que ça soit un objectif. Aujourd'hui, pourquoi la dette a été créée? Parce qu'on a baissé les recettes de l'État. On a baissé les recettes de l'État à hauteur à peu près de 60 milliards par an depuis que M. Macron est élu. Ce n'est pas les dépenses. Les dépenses ont augmenté finalement assez peu par rapport à ça. Comment on les trouve, ces 20 milliards? Justement, la question, c'est peut-être plutôt de se tourner vers les recettes, et notamment les cadeaux fiscaux qu'on a fait aux plus riches. Vous appelez à augmenter les impôts? Donc, je vais vous donner les solutions, et il se trouve que ces solutions ont été majoritaires dans ma commission lorsqu'on a pu voter lors de la dernière loi de finances. Vous vous rappelez qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il y a le 49.3, mais il y avait des gens de la majorité qui l'ont voté avec nous. On a voté, par exemple, une taxe exceptionnelle sur les superdividendes. Alors vous avez des alliés depuis hier, vous avez mesures, ça a rapporté 15 milliards d'euros. Voilà. Depuis hier, dans la majorité présidentielle, vous avez une nouvelle alliée. Eh ben, je dis chiche. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui veut, pourquoi pas, expérimenter cette solution, une taxe sur les super-profits. Oui, mais elle aurait mieux fait de nous appuyer au moment où il en était question. Mais moi, je prends. Si on peut enfin... Nous, on pense qu'elle ne doit pas être exceptionnelle. On pense qu'il faut rattraper l'argent qui a été donné aux revenus du capital de manière trop importante depuis des années. Mais si elle est exceptionnelle, si on peut trouver une majorité là-dessus, moi je dis chiche. Tout ça est préférable au fait d'attaquer les prestations sociales, de baisser les dépenses publiques. Et vous savez, pour deux raisons. Non seulement parce que ça produit des inégalités, ça produit un manque pour nos concitoyens, mais figurez-vous, quand vous êtes en période de récession économique, si vous baissez les dépenses publiques, vous augmentez ce risque de récession. Vous connaissez la réponse du président de la République et de Bruno Le Maire. Les hausses d'impôts, c'est niette. Ils disent que ça risque de faire fuir les grands capitaux, faire fuir les grandes entreprises à l'étranger. Oui, ils ont dit non aux hausses d'impôts déjà. Ouais. C'est circulé, il n'y a plus rien à voir? Oui, on doit raconter. Écoutez, cette année, c'est 140 milliards de bénéfices au CAC 40, la moitié versée en dividendes. Dividendes, vous savez ce que c'est ce qui n'est pas investi dans l'économie, mais qui accumule la richesse de quelques-uns. Donc moi, je pense qu'on peut très bien en prendre un peu, d'accord? Moi, j'avais proposé un plan à la Première ministre qui permettait de réduire des niches fiscales, de réduire une partie du crédit impôt recherche, des aides aux entreprises en contrepartie, plus ces taxes exceptionnelles, ça équivalait à 43 milliards. Je préfère qu'on aille le prendre là, plutôt que dans les poches de nos concitoyens, parce que quand vous baissez les dépenses publiques, quelque part, vous prenez dans nos poches. Et moi, je suis prêt à en débattre avec Bruno Le Maire, puisqu'il avance des choses. Voilà, si vous voulez organiser un débat, l'appel est lancé projet contre projet, ça sera assez intéressant. Alors, en parlant de débat, il y a les européennes qui arrivent dans moins de 3 mois. On va finir là-dessus. Tous les sondages montrent que votre candidate, Manon Aubry, est un peu larguée, si vous me permettez l'expression, dans les sondages. 7%, loin derrière, notamment, le Rassemblement national. Raphaël Glucksmann, lui, est 3e. C'est lui, le nouvel homme fort à gauche pour le Parti socialiste? Alors, reprenez toute l'histoire des sondages des européennes, y compris à certains moments, ça a été à notre détriment. Les sondages du départ ne sont pas les résultats de la fin. Voilà, tout simplement parce que c'est souvent sur des marges assez réduites que c'est fait, selon aussi la manière dont les médias promeuvent. Comment vous jugez la percée de Raphaël Glucksmann dans les sondages, pour terminer? Je pense qu'il est largement promu par les médias qui seraient assez intéressés, enfin les médias, pour le système politico-médiatique, qui serait assez intéressé à ce qu'un candidat qui était anti-NUPES soit le premier à gauche pour enterrer définitivement l'espoir qui a été celle de la NUPES. Contre la France insoumise, je n'ai pas parlé de complot. Je pense que je pense qu'on a aussi un système qui n'est pas neutre, si vous voulez mon avis. Vous savez qu'il est détenu par quelques milliardaires. Vous avez vu qu'une partie d'ailleurs de ces médias ont été rachetés il n'y a pas longtemps. Et quand la Provence fait une
vis-à-vis du chef de l'État qui ne plaît pas aux financiers de ce média, Oui. eh bien, on leur tape sur les doigts. Et Donc, une grève est en dis, cours à la rédaction de la Provence. Je vous Merci affirme beaucoup. effectivement qu'il n'y a pas de neutralité politique et que manifestement, ça intéresse plus de promouvoir M. Glucksmann que de promouvoir la liste et les filles. Ça vous appartient. Merci beaucoup, Éric Coquerel, président de la Commission des finances à l'Assemblée. Merci beaucoup à tous les deux. Bravo Julien Nini pour cette première au 4V. Merci, ça y est, je suis baptisé. Ouais, ça y est, c'est vous êtes fait. intronisé. Merci pour votre accueil. Merci à Jérôme Bourgeois qui a traduit cette interview en langue des signes. À retenir